coordonnatrice transfert et contenu, je vais replacer ça un petit peu, à l'IRCM. Donc, moi, je m'occupe, disons, ce que j'essaie de faire, c'est de prendre une information parfois complexe, puis surtout, par exemple, les statistiques, il y en a beaucoup, puis essayer de donner un sens à ça en lien avec la persévérance scolaire. C'est pas seulement les statistiques que je regarde, mais mon rôle, c'est vraiment d'essayer de donner un sens aux données, dans le fond, pour les transmettre aux acteurs qui gravitent autour des jeunes. J'adore ce que je fais, je le fais depuis un an. Quand je suis, un peu plus en fait, là, depuis un an et demi. Puis quand je suis arrivée à l'IACM, je connaissais pas tant les indicateurs clés, je connaissais pas tant les facteurs qui avaient cette influence-là sur la PSRE. Je vais dire ça parce que persévérance scolaire et réussite éducative, c'est un exercice de diction. Euh, Au fil des mois, j'ai commencé vraiment à me familiariser beaucoup plus avec les différents facteurs qui ont un impact. Je me rends compte que je peux encore peaufiner ce portrait-là que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est un travail qui va être en construction encore dans les prochains mois. On a un point de départ en ce moment qui va nous permettre de comprendre un peu, je dirais, les facteurs sociodémographiques, les facteurs territoriaux qui ont une influence sur la persévérance scolaire dans votre MRC de Rouville. Et plus tard dans le temps, je vais ajouter sûrement des indicateurs à ça, notamment sur la santé mentale que je n'ai pas touché dans le portrait. Il y a différents éléments comme ça, même en lien avec la santé tout court, là, qui n'ont pas été touchés, puis que je vais ajouter. Donc, au fil des mois, vous allez voir, là, il y a d'autres choses qui vont se produire. Mais là, pour le moment, on va commencer par celui qui est déjà en place, qui déjà donne un bon portrait. On avait fait il y a quelques mois celui sur la Montérégie au complet. Vous l'avez peut-être vu passer. Le portrait de la Montérégie, moi, en fait, m'a permis de réaliser à quel point la Montérégie, c'est un territoire qui est vaste et qui est disparate. Il n'y a aucune MRC qui ressemble à l'autre ou à peu près pas. Vous êtes tous des mondes différents. Vous avez vos défis particuliers, puis vous avez des personnalités particulières aussi. Et c'est fascinant. Moi, j'adore ça. Et ce portrait de la Montérégie-là, on l'avait aussi mené sous les 15 indicateurs que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je ne les nomme pas tous parce qu'on va tous les voir un par un tout à l'heure, mais c'est surtout des sociodémographiques et territoriaux. Pour terminer et culminer avec notre taux de diplomation secondaire après 7 ans, que je vais bien expliquer pour que vous compreniez bien comment le lire, ce taux de diplomation-là, puis comment le mettre en perspective aussi avec le taux de décrochage, qui est un autre indicateur qu'on va pouvoir observer dans le portrait. Euh, pour terminer la mise en contexte, ce portrait de la Montérégie-là donnait lieu à une carte. Hein. Cette carte-là, c'est la carte de la Montérégie, vous la reconnaissez. Vous, Rouville, vous êtes ici, là, en vert pâle. Donc, on avait passé de rouge à vert, le rouge foncé étant les MRC dans lesquels les facteurs de risque étaient les plus prononcés. En fait, pas nécessairement plus prononcés, mais plus nombreux. Il faut voir chacun des indicateurs que je vais vous présenter comme une couche de difficultés qui s'ajoutent l'une par-dessus l'autre. Et plus ces couches-là sont nombreuses, plus le jeune devient en situation de risque par rapport à la PSRE, et moins il y a de couches de difficultés, ce jeune-là, plus ça va être plus facile pour lui au fil de sa scolarité. Ceci étant dit, c'est pas parce qu'il y a moins de couches dans une MRC en moyenne qu'il n'y a pas de jeunes qui ont plusieurs couches. Hein? Donc, chaque MRC, même si vous êtes dans le vert pâle, ça ne veut pas dire « Oh mon Dieu, ça va bien à Rouville. » Là. OK, on le sait qu'il y a des jeunes qui ont quand même beaucoup de couches de difficultés et on va les regarder avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire, ces couches-là? Puis qu'est-ce qu'il faut regarder pour comprendre comment un jeune pourrait être en difficulté, outre ses résultats scolaires, outre le fait qu'il ait verbalisé qu'il veut décrocher ou pas, outre tous ces aspects-là qui sont facilement observables, qu'est-ce qui s'ajoute sur lui dans son environnement qui fait en sorte qu'il est plus à risque que d'autres? Rouville, c'est assez particulier par contre parce que vous êtes une MRC qui est généralement assez loin là, du grand centre qui est Montréal et vous êtes notre seule MRC qui n'est pas limitrophe,
qui est quand même un peu dans le vert. Fait qu'il y a des choses qui se passent chez vous qui sont favorables. C'est-à-dire que vous avez peut-être moins de facteurs aggravants. Fait que ça va être intéressant de regarder et de préciser de votre côté les éléments qui pourraient être plus problématiques. Et ces éléments-là qui sont en vert chez vous, ce qui est en vert, dans le fond, qui est peut-être plus favorable, c'est le taux d'emploi, donc qui est quand même élevé, le taux de faible revenu des familles qui est plutôt bas, les taux d'enfants de 0,5 ans en faible revenu qui est plutôt bas aussi, donc ça va avec ça ici, et la vulnérabilité des enfants de maternelle 5 ans, donc il y a des choses intéressantes qui se passent chez vous. Cependant, et c'est là que peut-être que vous allez pouvoir m'aider à comprendre votre taux de diplomation, malgré une situation qui est relativement favorable autour des jeunes dans leur environnement, le taux de diplomation est vraiment très bas. Donc, c'est ça qu'on va peut-être essayer de voir. Vous allez peut-être pouvoir m'expliquer des choses des subtilités de votre MRC qui m'aideraient, dans le fond, à mieux évaluer la situation. On y va? Des questions jusqu'à maintenant? Parfait. Je rentre dans le vif. Juste une question. Qu'est-ce qui fait Oui. que les autres indicateurs, on les a pas? OK, c'est ça. Ben, c'est une excellente question que j'ai pas, j'arrive tout de suite, que j'ai pas expliquée. C'est que lorsqu'on a regardé nos MRC, excusez-moi, je m'en viens ici, je vais me mettre en mode plein écran pour que ce soit plus facile. Donc, on a comparé les MRC les unes avec les autres. Dans le fond, c'est-à-dire nos 13 MRC, là, le tableau que vous avez vu, c'est une comparaison entre nous. OK? C'est pas avec le Québec, c'est vraiment entre nous. Celles qui ont une situation plus difficile, puis celles qui ont une situation plus favorable. Et pour chacun des indicateurs, vous allez voir, vous avez un rang absolu, c'est-à-dire que votre chiffre y arrive où par rapport aux autres MRC. Mais moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de voir en rang centile, donc par rapport aux autres MRC. On a regardé les MRC pour lesquels le résultat était dans les 20 centiles les plus bas, c'est-à-dire que 80 des MRC étaient plus hauts ou meilleurs, entre guillemets, ou plus favorables. Et on a regardé celles pour qui elles étaient dans le 80 meilleurs, entre guillemets, donc les autres étaient en dessous. Et pour regarder si c'était vraiment plus favorable ou moins favorable, on a gardé seulement les indicateurs dans lesquels vous étiez soit dans le 0,20 ou soit dans le 80-100. OK? Fait que à ce moment-là, vous avez seulement, vous êtes une de mes MRC centrales, je dirais. OK? Vous n'êtes pas dans les extrêmes. Puis, nous autres, à l'IRCM, on fait bien attention à ça parce que je sais que les MRC qui sont, disons, un peu plus dans les valeurs centrales, on a tendance à moins, à moins les regarder parce qu'ils ne sont pas dans les valeurs rouges. Mais sachez que nous, vraiment, on essaie de comprendre ce qui se passe partout, peu importe que vous soyez dans le vert, dans le gris ou dans le rouge. Mais on a quand même essayé, je pense, au Saint-Laurent, qui sont presque 100 dans le rouge partout. C'est certain que nous, on va essayer de jeter un regard peut-être un peu plus précis dans le Haut-Saint-Laurent, qui est vraiment une MRC, vraiment qui a des particularités importantes. Mais on est là pour l'ensemble de nos MRC. Mais vous allez vous situer plus ici. C'est pour ça que dans le tableau, ces indicateurs-là n'étaient pas indiqués. Ça répond à la question, Isabelle? Oui, mais si, mettons, on souhaiterait le savoir, on est à peu près dans quel rang Vous centile allez pour tout les le autres savoir ici. indicateurs? Ah, OK, C'est c'est bon. ici que ça se Je suis passe. C'est sauvée. dans votre. Donc là, je suis tombée dans votre portrait à vous. Je suis passée de celui de la Montérégie au vôtre. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que tout ça va être disponible sur le site Web après la rencontre. Donc, je vais m'en aller sur le site de l'IRCM. Donc, sur le site de l'IRCM, vous allez arriver sur la page d'accueil, irc-montérégie.ca. Il faut aller dans Campagne, mercredi statistique. Et c'est ici que vous allez trouver les portraits à télécharger en PDF et les enregistrements en reprise. Mais je vais aussi vous envoyer un courriel après notre rencontre dans lequel je vais vous envoyer les documents aussi, puis un petit sondage de satisfaction à remplir qui prend 30 secondes et demie à peu près. C'est bon pour ça? Profitez-en pour vous abonner à notre infolette aussi si jamais c'est pas fait. J'en profite. Voyez, d'eau communication va être content. OK, donc je continue ici. Je remets ça en plein écran. Voilà. Alors ici, on va vraiment voir partout à quel endroit exactement vous vous situez.
Donc, simplement pour une mise en contexte, donc ma MRC Rouville, je dis mal, je me suis approprié les MRC, est ici avec J qui est, disons ici, c'est divisé par la population. Donc, vous êtes c'est dixième, ça, si je ne me trompe pas, J. Dixième MRC en termes de population, vous regroupez 2,6 de la population de la Montérégie. Vous avez eu, entre 2016 et 2021, une augmentation de 3,6 de votre population. C'est assez central, je dirais, comme augmentation, mais il faut toujours faire attention parce que chaque augmentation de population a un impact sur les services, donc sur l'école, etc. 3,6, c'est encore gérable, mais surveillez cette augmentation-là, puis l'impact à long terme ou à moyen terme que ça peut avoir sur vos services scolaires. Je sais qu'il y a des endroits où ça ne s'adapte pas nécessairement aussi rapidement que ça devrait là, par rapport aux augmentations de population. Donc, c'est quelque chose à surveiller. Le premier indicateur, qui est la densité de population. Dans vos villes, vous êtes 79 habitants par kilomètre carré. Ça se trouve, voyez-vous, à chaque indicateur, il y a ici l'illustration. Vous êtes dans les MRC centrales, un petit peu tendance vers le bas. C'est-à-dire que pourquoi c'est un indicateur important, c'est que plus les gens sont éloignés les uns des autres, plus ils sont éloignés aussi des services qu'il peut y avoir. Donc, généralement, je ne sais pas exactement comment Rouville est divisé. Est-ce qu'il y a un gros centre-ville à certains endroits? Ce n'est pas comme de la région de Longueuil, par exemple. Donc, vous êtes vraiment séparés. Donc, ça peut occasionner des problèmes d'accès aux services, d'accès aux écoles, d'accès aux cégeps, aux universités. Donc, vous êtes loin de tout ça. Ici, il y a une grosse problématique pour moi, pas juste pour vous, c'est celle du transport. C'est quelque chose auquel j'ai envie vraiment de m'attarder dans les prochains mois pour essayer de voir dans l'ensemble des MRC les bonnes pratiques qui ont été mises en place pour soutenir autant les parents que les jeunes en termes de transport, parce que les parents aussi, hein, ils ont besoin des services, pas seulement les jeunes. Donc, est-ce que par chez vous, est-ce que vous savez comment ça se passe en termes de transport pour, je dirais, pas nécessairement le transport scolaire, mais le transport vers des cégeps, des universités, vers des centres de formation professionnelle? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place? Ben, je pense que je peux y aller. Oui, vas-y, Dans Catherine. le fond, depuis le dernier plan de lutte à la pauvreté, le territoire de la MRC de Rouville a mis sur pied un projet, ben, à l'époque, c'était un projet pilote de transport collectif à la demande. Ça s'appelle Axel, la mobilité futée. Puis dans le fond, le service de transport Axel, c'est un service qui fonctionne avec une plateforme d'intelligence artificielle pour faire en sorte de trianguler les différentes demandes de transport dans un même secteur pour que ces gens-là ils embarquent ensemble vers une destination qui est similaire. Fait que, par exemple, si dans un même secteur, on a, par exemple, 4 demandes pour se rendre à Saint-Jean-sur-Richelieu, bien, le transport va aller chercher ces 4 personnes-là, puis il va les amener à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que, dans le fond, c'est du transport à la demande. C'est un modèle européen là, que nous, on a importé ici. On travaille avec une application aussi qui s'appelle Cityway. Là. Dans le fond, ils viennent d'ouvrir des bureaux au Québec. Puis, ben, dans le fond, c'est ça. C'était un projet pilote qui était porté par le milieu dans le cadre des alliances du plan de lutte à la pauvreté. Et depuis un an et demi à peu près, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, la MRC a déclaré sa compétence en transport. Puis, c'est la MRC maintenant qui porte ce projet-là, qui le finance, en fait. Nous, dans nos statistiques Axel, ce qu'on voit, c'est énormément de demandes pour se rendre au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Quelques demandes pour se rendre au cégep de Granby et quelques demandes pour le cégep de Saint-Hyacinthe. Mais on a un véhicule. Tu sais, nous autres, on a comme 3 véhicules qui roulent. C'est des vannes, là, fait que à peu près 6 passagers. Là. On a un véhicule qui fait pratiquement que du Marieville-Saint-Jean, Saint-Sylvain-Saint-Jean. Pour transporter les jeunes au cégep. Dans le fond, il faut savoir que nous, ici, les options, par exemple, en départ de Marieville, si un jeune veut se rendre au cégep, il faut qu'il s'en aille faut qu'ils prennent l'autobus à Marieville, qu'ils s'en aillent au terminus à Chambly, que de Chambly, ils prennent un transport pour s'en aller à Saint-Jean, puis de Saint-Jean, il faut qu'ils prennent les autobus de la ville pour se rendre au cégep, ce qui lui prend à peu près 1h15, 1h30. Tandis qu'avec Axel, il peut être au cégep en 30 minutes. C'est ça, c'est un frais énorme. Puis ça fait combien de temps que c'est là? Ben, le projet pilote a commencé en 2022, à peu près.
Fait que OK. oui, puis dans le fond, à tous les jours, là, on augmente le nombre de demandes. Là, on fait à peu près 800 transports par mois. OK, c'est intéressant. On va surveiller ça dans les prochaines Vous pouvez aller voir sur le site statistiques. Internet de la MRC, vous Ouais, avez toutes ouais. les informations, mais je suis pas mal certaine que ça aide beaucoup de Oui, jeunes qui veulent continuer les oui, études postsecondaires parce que nous, on oui, n'a pas de maison d'enseignement c'est supérieur sur le ça. territoire. Exact. Merci beaucoup, Catherine. Je prends ça en note. Isabelle? Ben, je voulais peut-être ajouter que quand même, mettons l'autobus qui se rend jusqu'à Chambly, mais là, je ne suis pas certaine à partir de Marville, c'est quand même un transport qui est gratuit. Après ça, de Chambly jusqu'à Saint-Jean, c'est plus gratuit, mais il y a quand même là, la possibilité d'avoir un transport en autobus de la ville gratuit. Puis aussi, c'est loin, c'est moins pour l'accès aux écoles comme de cégep, mais quand même avec la table 0,5 ans, il y a comme une ressource au niveau du transport. Si les parents ont des rendez-vous, mettons, médicaux ou des choses comme ça pour leur enfant ou des suivis ou aller, mettons, au carrefour familial pour faire des ateliers de stimulation, il y a possibilité là, pour la famille pour avoir des transports gratuits, là, soit avec des bénévoles ou avec des taxis, là. Excellent. Ben, merci. Puis je pense que ça va paraître dans vos résultats, surtout en termes de vulnérabilité. Là, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de ça. Super. Je garde ça en note. Merci. Voilà, je continue. Donc, ça, vous en êtes bien conscient, puis c'est très bien. Donc, le taux de mobilité. Le taux de mobilité, c'est les gens qui ont déménagé. Donc, les gens, en fait, qui ont emménagé par chez vous entre les deux recensements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui arrivaient. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des gens qui habitaient déjà dans la même, on appelle ça les subdivisions de recensement. Là, je pense que vous êtes peut-être familière avec ce terme-là. C'est la même ville ou le même canton ou le même territoire, là. Donc, il y a des gens qui ont déménagé dans le même dans la même SDR. Chez vous, on les appelle les non-migrants. Il y a 8,9 des personnes qui ont déménagé par chez vous qui étaient déjà là ou pas très loin avant leur déménagement. 8,9 c'est un taux de non-migrants assez faible pour la Montérégie. Donc, la plupart des gens, en fait, chez vous, ce qui se démarque, ce sont les migrants internes. Les migrants internes, c'est des gens qui arrivaient d'ailleurs au Québec ou au Canada et qui sont arrivés chez vous dans Rouville. Et ça, 28,8 c'est parmi les 3 plus élevés en Montérégie. C'est des gens dont il faut tenir compte qui ne sont pas nécessairement des personnes issues de l'immigration. Chez vous, les personnes issues de l'immigration qui sont arrivées directement chez vous, c'est 0,8 des personnes qui ont déménagé. OK? Donc, en fait, 0,8 de votre population. Mais il ne faut pas oublier, donc dans le fond, cet indicateur-là, il vous demande de ne pas oublier les presque 29 de personnes qui sont arrivées chez vous, mais qui ne sont pas nécessairement issues de l'immigration et qui ne connaissent pas nécessairement vos services, vos écoles, vos façons de faire, etc. Alors, il y a une bonne gang de personnes qui ont peut-être besoin d'informations. Maintenant, comment ça fonctionne par chez vous? Je ne pourrais pas vous le demander à chaque indicateur, mais c'est vraiment important de simplement comprendre cet indicateur-là pour les desservir aussi, ces personnes-là. Vous êtes plutôt central ici en Montérégie. Je continue? Pour vos familles, vous avez 54,5 de vos familles qui ont un ou des enfants. C'est un peu plus bas qu'en Montérégie ou au Québec, mais c'est plutôt central comme statistique. Parmi vos familles, il y en a 28 qui sont des familles qui sont monoparentales. 28 de monoparentales, ça veut dire 28 d'enfants qui sont les enfants de ces familles-là sont à risque peut-être d'avoir des soucis financiers, du stress émotif. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vivent. Est-ce qu'il y a de l'aliénation parentale ou pas? Est-ce que c'est 50-50 ou pas? Est-ce qu'il y a, donc, l'idée de mettre l'accent sur les enfants qui proviennent de familles monoparentales est importante et c'est une couche de plus qui peut
s'ajouter. Financièrement, peut-être aussi que c'est plus précaire. Peut-être que les parents ont moins le temps pour faire les devoirs avec ces enfants-là parce qu'ils sont tout seuls. Moi, je pense, anecdote personnelle, je me suis séparée d'avec mon conjoint, puis ma fille avait 10 ans à l'époque, j'ai toujours fait faire les devoirs. Et là, mon ex essaie donc tant qu'il peut de faire des devoirs à ma fille, mais il n'a pas le tour, il ne sait pas, il n'a pas 11 ans, il n'a pas toute cette expérience-là derrière lui. Donc, le simple fait qu'elle soit 50% du temps avec son père fait en sorte que c'est plus difficile à l'école pour elle parce qu'il y a moins le tour, entre guillemets, là, même si c'est un ex-papa extraordinaire. Fait que voilà, fait que tout ça, ça rentre en ligne de compte et c'est une couche qui peut s'ajouter. Donc, quand on regarde un enfant, s'il provient d'une famille monoparentale, il y a peut-être un petit plus à regarder avec ça. Oui, Jacques. Il y a aussi le problème alimentaire chez les familles monoparentales. Donc, moins d'argent, moins d'aliments, il y a plus de soutien à faire au niveau des services alimentaires à l'école. Et ça crée vraiment un gros problème parce que souvent, le jeune peut arriver, il n'y a pas eu le temps de déjeuner ou il n'y a pas à manger au déjeuner. Bref, c'est un autre problème qui se joue aux familles monoparentales. Non seulement ça, Jacques, vous faites bien de le mentionner, mais hier ou avant-hier et hier, là, je ne sais pas si vous avez vu la série d'articles où une recherche a été faite chez les cégepiens, puis je pense qu'il y a presque 50% des cégepiens qui sont pas bien alimentés ou qui ont une déficience alimentaire. Fait que c'est énorme, tu sais, puis là, on parle de cégepiens, fait qu'imaginez là, tout ce qui vient avant, là. Fait que, ouais, puis je me demande, tu sais, ça aussi, c'est la monoparentalité ou tous ces éléments-là, c'est des choses que j'aimerais regarder aussi dans des futures statistiques, l'insécurité alimentaire, tu sais, tout ce qui est aussi en lien avec la santé. Fait que oui, merci. Je veux explorer ça aussi là, pour mieux comprendre. J'ajouterais aussi, si la maman monoparentale travaille en plus, donc quand elle revient à la maison, on fait le repas, tout ça, là, ça fait comme... il ne peut pas vraiment avoir facilement un service d'aide scolaire. L'enfant se débrouille pas mal tout seul. Oui, c'est ça. Puis je pense que ces jeunes-là, ben, vous me le confirmez, ils ont peut-être besoin de plus de tutorat, ils ont besoin de plus d'accompagnement à l'école, les jeunes issus de familles monoparentales. Moi, je le vois, là, tu sais, je le vis, là, comment j'ai moins de temps. Tu sais, j'ai moins de temps pour ma fille, tu sais, puis je suis pas du tout en situation précaire, là, tout va bien, puis j'ose même pas imaginer des personnes qui vivent en situation de précarité financière, alimentaire, comment ça peut être, puis qui ont plusieurs enfants, comment ça peut être difficile. Donc, ça, il y a le nombre d'enfants aussi par famille. J'avais fait un petit calcul pour vérifier si d'une MRC à l'autre, il y avait un plus grand nombre d'enfants par famille dans certaines MRC, puis ça ne changeait pas beaucoup d'une MRC à l'autre. C'est pas mal toujours pareil. Fait que j'ai pas mis cette donnée-là qui était assez stable, mais c'est sûr que le taux de faible revenu, on va y arriver, je pense. Oui, c'est ça. Le taux de faible revenu ici des familles, c'est calculé en fonction aussi du nombre d'enfants. Une famille qui est considérée à faible revenu, c'est pas seulement parce qu'elle gagne, mettons, 30 000 puis que le seuil de faible revenu, c'est 50 000. C'est pas ça, tu sais, j'ai dit des chiffres n'importe comment. En fait, le calcul est aussi lié au nombre d'enfants qui doivent être nourris dans cette famille-là. Donc, quand on parle ici à Rouville de 5,1% des familles qui sont en situation de faible revenu, c'est un taux qui est très bas en Montérégie. C'est en fait parmi les plus bas. Vos familles ne sont pas considérées comme étant à faible revenu. Excusez. Même si le salaire lui-même, le revenu disponible par habitant n'est pas très haut, OK, il est plus bas qu'ailleurs, mais le coût de la vie est probablement moins élevé aussi chez vous, j'imagine, parce que ce taux de faible revenu-là tient compte du nombre d'enfants, mais aussi du coût de la vie. Il est comparé aux gens de cette région-là. OK? Donc, à ce moment-là, à 5,1%, c'est quand même des familles, il y a peu de familles qui sont vraiment en situation de faible revenu. Beaucoup de familles en emploi, les gens travaillent chez vous. C'est quoi les gros employeurs dans Rouville? Non? Ah, Ben, on a Isabelle? quand je cherchais mon même. micro. Vas-y, Vas-y, Isabelle. Catherine. Ben, on a quand même Rougemont là, qui a l'usine de jus qui a beaucoup d'employeurs. On a Marieville aussi, là,
les compagnies, là, je me souviens plus des noms, là. Infasco, Sivaco à C'est Marieville. ça. On a Tremcar à Saint-Césaire. OK. On a La Sonde à Rougemont. On a Olimel à Ange-Gardien. On a aussi Norterra qui est à Saint-Césaire, qui autrefois était Bonduel. Mais je vous dirais que dans beaucoup de ces entreprises-là, là, tranquillement, on tend vers une main-d'œuvre qui est plus migrante qu'une main-d'œuvre qui est locale, si je peux dire comme ça, surtout les entreprises de transformation alimentaire. C'est sûr que du côté de nos industries, là, Infasco, Sivaco, Tremcar, il y en a une à Richelieu également, il y a Fraco à Saint-Mathias. Fait qu'on OK. a beaucoup d'industries, mais tu sais, ce qui fait vraiment la force économique de notre territoire, c'est vraiment l'agriculture, là. On a énormément de territoires agricoles et d'exploitation agricole sur le territoire. C'est surtout la production de grains et de la production laitière OK. qui OK. caractérise là, le territoire de Rouville. Ah, ben, merci. En tout cas, chez vous, il y a une belle vitalité d'après ce que je peux comprendre. Non seulement les personnes de 25 à 64 ans travaillent, donc elles peuvent être des bons modèles, hein. Le fait que les personnes, les adultes, je vais vous donner la parole après, Isabelle, le fait que les adultes travaillent, déjà en partant, c'est un modèle positif pour les jeunes. Et aussi le fait qu'il y ait une diversité de types d'emplois aussi peut être aussi de bons modèles pour les jeunes, donc beaucoup plus élevé qu'en Montérégie au Québec. Mais je veux vraiment ici signaler le taux d'emploi des personnes de 15 à 24 ans qui est vraiment beaucoup plus élevé qu'en Montérégie au Québec à 68 %. Ces jeunes-là, 68 % c'est tous les jeunes, hein. Ce n'est pas seulement ceux qui vont aux études en même temps, c'est tous les jeunes de 15 à 24 ans. Donc, ici, là, en ce moment, l'IRCM, on s'intéresse beaucoup à la conciliation études-travail, puis on va présenter des données par rapport à ça prochainement. À quoi il faut faire attention quand on est en présence de jeunes qui vont aux études et qui travaillent? Qu'est-ce qui peut être un facteur de risque? Et chez vous, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent. Donc, quand on va présenter ces données-là, là, venez nous voir pour qu'on vous présente ces facteurs de risque-là. Je vais juste prendre Isabelle avant, Jacques, puis je vous passe la parole après. Isabelle? Ben, j'avais 2 points, tu sais, quand même en lien avec les familles à faible revenu, là, bien que, tu sais, on n'a pas d'HLM à Marieville, il y a quand même des secteurs qui sont reconnus pour être assez à faible revenu, puis à d'autres endroits là, dans la MRC, là, fait qu'il y en a quand même plusieurs, tu sais, puis ciblés par endroit, je dirais, là, pour avoir travaillé longtemps en CIP, on reconnaissait les mêmes secteurs, c'était souvent nos familles étaient dans les mêmes coins, là. Oui. Puis sinon, l'autre point que je voulais dire par rapport à l'emploi là, chez les 15-24 ans, moi, je serais très intéressée là, quand vous allez développer les critères, parce qu'anciennement, à la Fondation Pro-Études, on avait comme un genre de logo chez les employeurs qui mettaient quand ils étaient pro-études, puis que Ouais. justement, ils facilitaient la conciliation travail-études. Oui. Puis là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas refait. Fait que, tu sais, on pourrait partir de ces critères-là là, Oui. pour peut-être le remettre à jour, là, Oui. cette C'est vraiment intéressant, chose-là. Isabelle, là, puis Jacques, je vais vous passer la parole après, mais on a un comité de pilotage en ce moment sur la sensibilisation, conciliation, études de travail qui vont bientôt rentrer disons, une vague de sensibilisation. Puis Isabelle, si jamais vous voulez vous mettre en contact avec Myriam Sweeney à l'IRCM, c'est elle qui est en charge de ce comité-là, puis elle veut sensibiliser les employeurs. Puis là, je veux pas dire des choses qui ne sont pas encore en place, mais je sais qu'il y a tout un aspect lien avec les employeurs dans la campagne qu'ils veulent mettre en place. Fait que peut-être vous enligner avec elle là, ProÉtudes parce que c'est vraiment super important ce que vous dites là. Puis là, excusez, mon Dieu, j'ai un cheveu. Les employeurs sont un facteur de protection pour les jeunes, puis ils doivent en être conscients. Donc, Myriam Sweeney qui est en charge du dossier à l'IRCM. Jacques? Tu sais, tantôt, tu parlais de toute diplomation en dedans de 7 ans pour le secondaire. Et puis ici, ben, tu as un peu la réponse de le taux d'emploi. Donc, les jeunes peuvent facilement trouver un emploi, donc lâchent plus facilement les études, donc ne complètent pas leur secondaire 5. Oui. On va en reparler tantôt, Jacques, OK? Parce que ça m'intéresse, parce que votre taux de diplomation est bas, mais votre taux de décrochage est bas aussi. Fait que c'est ça que je ne comprends pas. Fait qu'on va regarder ça ensemble. On va se questionner tantôt là-dessus. Donc, faible revenu des familles, on en a parlé. OK, je continue, puis j'ai l'impression que ça a cogné à ma porte. C'est pas grave.
ils reviendront. Chez vous, les personnes de 25 à 64 ans, on s'est intéressé à c'est quoi leur plus haut niveau de scolarité. Donc, tous les adultes, les parents, les grands-parents, chez vous, les personnes en âge de travailler, je dirais là, avant la retraite, 25 à 64 ans, quel est leur plus haut diplôme? C'est assez central là, par rapport à la Montérégie, donc il n'y a pas de grosse différence. Il y a 16,2 % des gens chez vous qui n'ont aucun certificat de diplôme ou grade. Quand je vais aller plus loin dans ces données-là, ce que j'aimerais, c'est de regarder un peu plus par groupe d'âge. Donc, qui sont ces personnes-là? Est-ce que ce sont plus les personnes proches de 65 qui ont ça ou bien si c'est réparti dans la population? Donc, ça, on peut penser que ça a tendance à baisser avec les années, hein, que les personnes qui n'ont pas de diplôme, ça baisse. Il y a beaucoup, beaucoup de gens par chez vous qui ont leur diplôme d'études professionnelles, beaucoup plus qu'ailleurs en Montérégie ou au Québec. Le diplôme secondaire lui-même, c'est à peu près semblable. C'est vraiment les études professionnelles qui sont vraiment très représentées chez vos citoyens. Le cégep, c'est similaire, même peut-être même un peu plus. Donc, j'ai l'impression que votre transport vers le cégep peut y être pour quelque chose. Vous êtes dans les bons diplômes d'études collégiales, mais pour l'université, c'est plus difficile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins, il y a 18 % chez vous d'universitaires diplômés, contrairement à 32X là, autour de Montérégie au Québec. Donc, c'est important parce qu'une personne qui a un diplôme va être plus facilitatrice et plus encourageante pour son jeune à poursuivre ses études. Donc, va être un meilleur motivateur pour le jeune, peu importe le diplôme. OK? Donc, c'est vraiment important. Vous avez beaucoup d'industries chez vous, mais il y a aussi des besoins pour des postes qui demandent des études universitaires. Vous avez d'autres types de... Vous avez des municipalités, vous avez des services de santé, donc ça demande aussi des personnes qui ont des diplômes universitaires. Donc, ce que vous avez mis en place pour les cégeps en termes de transport, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être réfléchi pour des universités? Je ne sais pas exactement à quel niveau où le besoin pourrait se situer, mais ça manque un petit peu d'universitaires pour combler, j'imagine, les postes par chez vous. Isabelle? En fait, c'est pas propre à la MRC Rouville, là. C'est plus une expérience personnelle là, de ma fille puis de mon neveu qui sont plus allés à Chambly puis ensuite à Saint-Bruno. Puis ce qui m'a vraiment étonnée, c'est que les orienteurs, voyons, les orienteurs, je m'en souviens Conseiller plus du nom. d'orientation? Oui, c'est Ouais. ça, excuse. Ce qu'ils m'ont dit les deux, ils étaient étonnés qu'ils poussent vraiment beaucoup les élèves vers les DEP. Puis OK. qui vendent beaucoup cette option-là, puis qu'ils en parlent beaucoup, puis que c'est comme mis en valeur quand ils font leur présentation. Puis j'étais vraiment étonnée qu'ils font OK. cette OK. approche-là. Est-ce que tu penses qu'ils ont des attentes trop faibles, genre qui tiennent pour acquis que les jeunes vont préférer aller dans un DEP parce qu'ils sont à Rouville ou est-ce qu'il y a... Là, c'est pas à Rouville, c'est Non? vraiment en dehors, là, parce que moi, OK. je suis à Chambly. OK. Mais tu sais, je me questionne si c'est comme une nouvelle façon de faire qui est généralisée, de mettre OK. l'accent sur les DEP quand ils rencontrent les élèves au secondaire, mais j'étais quand même surprise, là. Je pense qu'il y a une volonté du gouvernement de faire connaître les DEP parce que c'est souvent méconnu, puis peut-être que ça a été sous-estimé aussi au fil des années, parce que ce sont des études quand même qui sont intéressantes pour les jeunes, surtout quand le jeune ne sait pas trop quoi faire dans sa vie. Parfois, le fait d'aller faire un DEP, ça va le débloquer sur quelque chose, puis les DEP, ça peut mener à l'université là, en bout de ligne, là, dans des parcours non linéaires. Peut-être que c'est ça. Mais effectivement, en fait, nous, ici, à l'IACM, on est en train de travailler sur une application qu'on va appeler quelque chose comme parcours. Là. On ne sait pas encore exactement comment ça va s'appeler, mais c'est une application qui va vraiment montrer tous les parcours possibles. T'es où, là, genre, je suis en secondaire 3, qu'est-ce qui s'offre à toi en ce moment? Qu'est-ce que tu peux faire? C'est quoi ça? Puis après avoir fait ça, tu peux aller où? Puis tu pourrais te rendre jusqu'où? Tu sais? Puis par quel chemin? Fait qu'on est en train de travailler là-dessus. Ça va soutenir le jeune, les parents, puis les conseillers d'orientation. Fait que ça va peut-être aider dans ces présentations-là. Mais effectivement, ça se pourrait que ce soit lié aux demandes gouvernementales de mettre en valeur les DEP. Effectivement. Merci de cette intervention, Isabelle.
Donc, ça, c'est pour les niveaux de scolarité les plus élevés chez vos citoyens. Tantôt, on va voir les taux de diplomation là, chez vos jeunes dans les dernières années. OK. La diversité ethno-culturelle, ça aussi, il y a des choses qui sont sorties dans le journal récemment concernant l'immigration. Les élèves issus de l'immigration, depuis que je suis à l'IRCM, je les observe beaucoup et dans les taux de diplomation, on peut voir historiquement que ces élèves-là vont diplômer plus que les élèves non issus de l'immigration. Est-ce qu'ils travaillent plus fort? Est-ce qu'ils sont plus motivés par les parents? Est-ce qu'ils ont quelque chose, un devoir? Ils se sentent le devoir de réussir pour que leurs parents aient fait tout ça, pas en vain, etc. Donc, quelle est la motivation derrière tout ça? Je ne le sais pas, mais historiquement, les élèves issus de l'immigration diplômaient plus. Ce n'est plus vrai. Les élèves issus de l'immigration de première génération, donc ils sont arrivés ici sans naître ici, en ce moment, c'est rendu égal aux jeunes non issus de l'immigration. OK? Donc, c'est égal. Et d'après les conversations que j'ai eues, on pourrait penser que c'est parce que l'immigration a changé au fil des dernières années. On est moins dans l'immigration souhaitée, plus dans les réfugiés, je dirais. Il y a beaucoup plus de réfugiés qu'il y en a eu. Il y en a plus encore. Et c'est les élèves qui sont issus de ces groupes d'immigrants-là ont peut-être une scolarité moins développée. Ils ont peut-être été dans des camps de réfugiés. Ils n'ont peut-être même pas fini leur primaire, etc. Donc, il y a beaucoup plus de difficultés scolaires chez ces jeunes issus de l'immigration de première génération maintenant qu'il y en avait il y a 3, 4 ou 5 ans. Donc, je me suis intéressée à ça, moi, aux premières générations. Chez vous, vous avez 3,1 % de votre population qui est immigrante. C'est bas, hein? Vous n'avez pas beaucoup d'immigration par chez vous. Parmi eux, OK, donc parmi ces 3,1-là, 92,2, ce sont des immigrants de troisième génération. Donc, ils sont nés de parents nés ici après que leurs parents aient immigré. Donc, c'est un beau taux. Là. À partir de la deuxième et de la troisième génération, là, c'est comme s'ils étaient nés ici et même plus. Deuxième et troisième génération, là, ils diplôment plus que les non-immigrants. Donc, c'est très souhaitable d'avoir des jeunes. Ils vont tirer les autres vers le haut. Donc, des jeunes de deuxième génération, là, ça va, c'est vraiment un beau motivateur. Donc, vous en avez 3,7 % et 4,1 % de vos jeunes, de vos personnes issues de l'immigration sont de première génération. Alors, ça, c'est un taux qui est plutôt haut. Donc, vous avez quand même pas mal d'étudiants qui sont issus de familles de première génération, OK, en Montérégie. Fait que jetez un œil à ça. Votre première génération, il y a peut-être quelque chose à faire ici ou à améliorer pour les identifier puis les soutenir un peu mieux. Je dirais surtout dès le primaire. Puis au secondaire, ben, ces jeunes-là qui sont issus de l'immigration de première génération, s'ils sont arrivés là, comme en plein milieu de leur secondaire, bang, là, ce sont des élèves qui vont décrocher plus que les autres. OK? Donc, eux, ils vont poursuivre leurs études plus longtemps. Donc, ils ne vont pas diplômer en même temps que les autres ou ils vont décrocher. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment faire attention à ces jeunes-là. Puis que quand je vais vous parler du taux de diplomation après 7 ans, vous allez voir que nos jeunes issus de l'immigration qui sont arrivés en secondaire 2, 3, 4, 5 ne sont pas comptés dans le taux de diplomation après 7 ans. OK? Ils sont complètement ignorés de ça. Donc, en tout cas, ils pourraient faire baisser le taux s'ils étaient comptés. Je vous explique ça tantôt. Vos personnes issues de l'immigration dans l'immigration récente arrivaient surtout de la France à 25 % puis du Cameroun à 8 % mais la région est trop petite pour pouvoir vous donner d'autres données sur les origines, mais c'est France et Cameroun. Donc, vous avez une immigration qui est assez francophone, je dirais, là, dans les dernières années. Isabelle? Justement, j'avais une question par rapport à la langue. Est-ce que quand tu nommes là, que ceux qui arrivent peut-être au milieu du secondaire ont plus tendance à avoir des diplomations, est-ce qu'il y a un impact en fonction de la langue? Là, je vais répondre selon quelque chose, un feeling, OK, parce que je n'ai pas de données, j'ai pas de données scientifiques à t'expliquer, mais peu importe la langue, c'est sûr que la langue, s'ils ne parlent pas la langue, c'est sûr que c'est un frein supplémentaire, mais au-delà de ça, c'est la façon d'apprendre québécoise qui est
complètement différente de tout ce qu'eux ont pu vivre. En France, c'est complètement différent parce que c'est beaucoup plus encadré, dirigé. C'est très, très, beaucoup plus rigide là-bas. Ici, on est très, très dans le contact humain très relax. Là, les étudiants français sont complètement déstabilisés par notre façon d'interagir avec nos enseignants. Puis l'Afrique, c'est la vitesse à laquelle ça va ici qui les déstabilise complètement. Pour avoir discuté, j'étais enseignante moi-même au cégep, puis pour avoir discuté avec des élèves qui viennent d'Afrique, ils sont complètement déstabilisés par la vitesse de l'enseignement. Puis ça, c'est méconnu, je dirais, là, chez les enseignants. Ces différences culturelles-là qui viennent déstabiliser complètement le jeune au point où il est complètement bloqué. Il ne peut plus avancer, même s'il parle bien la langue, puis même s'il la comprend bien. Fait que c'est assez particulier. Puis en plus, chez vous, c'est un beau taux de connaissance du français. Là. Vous êtes dans le haut. 99,1% de vos adultes, en fait, de la population, d'accord, Jacques, vous écouterez la suite après, donc quand vous pourrez. Merci d'avoir été là, Jacques, ça me fait plaisir. Bye bye. Merci. La connaissance du français, donc, c'est le fait d'être capable de soutenir une conversation en français. OK? Donc, une conversation de base. Alors, un beau taux par chez vous, 99. Vous avez peu de gens qui parlent anglais uniquement et peu de gens qui parlent ni français ni anglais. Donc, chez vous, la langue, ça ne devrait pas être le frein majeur à la diplomation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en tenir compte, mais ce n'est probablement pas votre principal frein, surtout sachant que les principaux pays étaient la France et le Cameroun là, pour vos personnes issues de l'immigration. Je mettrais peut-être mes efforts ailleurs que sur la langue. Mais c'est pas vrai, parce que je le vois qu'il y a de la francisation, puis effectivement, c'est important, là, mais mettez vos efforts aussi là-dessus, mais il y a d'autres défis également à rencontrer. En fait, la connaissance du français n'est pas nécessairement une problématique. C'est la littératie qui en est une par chez vous ou qui est par chez vous, puis dans d'autres MRC, là, c'est pas seulement par chez vous. La littératie, c'est pas tant c'est pas de parler la langue. Ça, les gens, ils parlent français chez vous. C'est que 57% de la population n'est pas capable de lire des textes denses ou longs qui nécessitent d'interpréter et de donner du sens aux informations. 57% d'analphabètes fonctionnels. C'est ça que ça veut dire. C'est partout, c'est généralisé là, en Montérégie et au Québec. Chez vous, le taux est particulièrement élevé. Donc, ici, c'est de travailler pas nécessairement sur la francisation, mais sur la compréhension des textes écrits. C'est sûr qu'il y a une baisse, puis ça encore, on peut s'imaginer que cette littératie-là va être associée à un âge plus élevé. Donc, plus les années vont avancer, on peut s'imaginer que le taux de littératie le taux d'analphabétisme fonctionnel va descendre, mais c'est surtout les communications aux parents qui sont problématiques à ce moment-ci parce que les centres de services scolaires doivent vraiment s'attarder à revoir leur façon de communiquer l'information aux parents. Donc, notamment, surtout là, dans mes MRC où ça dépasse vraiment des taux. Imaginez, il y en a, c'est pire, c'est vraiment plus que ça. Là. Et aussi, c'est de savoir que le parent peut difficilement aider son enfant à faire ses devoirs s'il n'est pas capable de comprendre lui-même les textes que le jeune va lui présenter. Alors, le taux de littératie, c'est critique, c'est quelque chose d'important pour Rouville à regarder, même si vous êtes dans les valeurs centrales. C'est pour ça que je dis, le fait d'être en gris, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, OK? Parce qu'on se comparait entre nous. Alors, littératie. Je vais continuer un peu vite parce qu'il nous reste 10 minutes, puis mon Dieu, j'ai pris beaucoup de temps. Taux d'enfants de 0,5 ans en situation de faible revenu, on avait 5,1% des familles, c'est 6,3% des enfants. Encore ici, vous êtes parmi les MRC en Montérégie où ce côté-là est le plus positif. Cependant, c'est quand même 6,3% des enfants.
Donc, il faut savoir que cette situation-là peut faire en sorte que l'accès à des opportunités éducatives, culturelles, tout ce qui influence, qui pourrait influencer la préparation à l'école, la motivation, la santé mentale et physique, les activités physiques, là, tout ça, donc pourrait, dans 6,3 % des enfants, être plus difficile parce que les parents n'ont pas les moyens de les inscrire à certaines activités ou les moyens de les inscrire ou de les amener au théâtre ou voir un spectacle, etc. Les Juste places en service de garde, donc, Chantal, oui, je m'excuse, j'ai je ma voulais caméra. juste te dire, puis peut-être Catherine, tu es aussi au courant, là, tu sais, il y a des villes comme Marieville, par exemple, que sous référence du CLSC, ils offrent des activités quand il reste des places là, dans des activités sportives ou des camps des gratuités. Fait que ça, c'est intéressant. Puis, tu sais, ça serait peut-être à répandre dans les autres villes alentours, Effectivement, là. effectivement. Est-ce qu'il reste souvent des places? Quand même. Oui, Ben, OK. c'est ça, je ne sais pas. Je sais que, tu sais, comme mettons, Marieville en parle un petit peu plus, mais c'est probablement aussi dû au fait que la ville de Marieville envoie quelqu'un au niveau de la concertation 0,5 ans. La ville est représentée par quelqu'un. Mais tu sais, à savoir si les municipalités pourraient ou feraient la promotion de cette opportunité-là, tu sais, je ne sais Mhm. pas. Mais effectivement, tu sais, ça pourrait être une bonne pratique à infuser dans les municipalités, tu sais, Mhm. de les inviter. Mhm. Peut-être aussi, étant des milieux ruraux, peut-être que les municipalités le font déjà avec les familles qui sont connues dans Ouais, différentes petites municipalités comme étant, bon, plus vulnérables. Peut-être qu'ils le font déjà aussi, puis qu'on n'est ouais. juste pas Mhm. au courant. Tu sais, c'est sûr aussi, ça, c'est une réalité des milieux ruraux, là. Souvent, la personne qui va travailler au loisir va être aux communications en même temps, puis va aussi bien connaître là, la Ouais, majorité des citoyens et des citoyennes. Là. Fait qu'il y a peut-être ça c'est aussi ça. là, qui pourrait expliquer le fait qu'on en entend moins parler dans les plus petites municipalités. Parce que sans le diffuser à large échelle, de sensibiliser quelques intervenants clés, hein, pivots Mhm. dans les communautés, notamment en Ouais. santé, dans la maison des jeunes, s'il y en a dans votre coin, dans la maison de la famille, s'il y en a dans, tu sais, peut-être 2 ou 3 personnes qui pourraient être au courant, puis de peut-être juste référer des familles à ce moment-là. Fait que ça pourrait être une belle façon de faire plutôt que d'envoyer ça at large, là, excusez-moi l'anglicisme, puis que là, il y a des Mhm. familles frustrées parce qu'eux ne peuvent pas bénéficier de Ouais. ce service-là. Mais ça peut Ben, être pour intéressant. Marieville, c'est vraiment la personne des loisirs qui envoie au CLSC, aux intervenants, là, à chaque fois qu'il y a des nouvelles séries d'activités, là, l'information, puis comment que ça fonctionne. Cool. Donc, les places restantes. Donc, la personne des loisirs est en lien avec la municipalité pour donner les places restantes qui restent. Puis la municipalité, elle, est en lien avec les familles pour leur donner le choix. Ben, le CLSC est en lien avec les familles Le Ouais, vulnérables. CLSC, c'est c'est Oui, ça. c'est ça. ça. OK. Donc, la personne des loisirs est en lien avec le CLSC. C'est ça. Puis c'est le CLSC. OK, parfait. Ah, c'est bon, c'est excellent. Donc, c'est développer le réseau de liens là, pour que ce soit systématique un peu partout, là, pas seulement à Marieville. Je le note, ça fait partie de. Moi, je veux vraiment qu'il y ait un cahier de bonnes pratiques. Tu sais, c'est en transport, mais ça peut être aussi ça, là, tu sais, pour les loisirs, l'activité physique, même culturelle à la limite, là, si on pouvait. Tu sais, s'il y a un spectacle puis qu'il reste des places, tu sais, si on pouvait au moins essayer d'agrandir ça là, à un plus large public. C'est vraiment très intéressant. Vos places en service de garde, donc 58% des enfants de 0,4 ans de votre MRC pourraient, s'ils le voulaient, donc s'en aller dans un service de garde. C'est 10 points de pourcentage de moins que la Montérégie. Donc, il y a encore de la place à amélioration, mais ça c'est pas de votre. Je veux dire, c'est pas de votre pouvoir nécessairement de créer des places en garderie. Cependant, l'idée, c'est pour les élèves, ou excusez-moi, pour les enfants qui n'ont pas de place ou ben à ce moment-là, ça serait d'avoir des services secondaires, entre guillemets, des services pour compenser le manque de place parce que l'enfant doit être stimulé d'une certaine façon, doit avoir des interactions sociales avant d'entrer à l'école. Donc, chez vous, vous avez 33% de vos services de garde qui sont des CPE. Récemment, la mesure d'évaluation et d'amélioration de la qualité éducative a vraiment rendu compte du fait que les CPE ont de meilleurs programmes éducatifs que les services de garde privés.
qu'ils soient subventionnés ou non. Malheureusement, il n'y a plus de mesures des milieux familiaux. Donc, chez vous, c'est équivalent. Là. Les milieux familiaux et CPE, c'est équivalent là, en termes de place. On peut penser que ce serait mieux que ce soit juste des CPE. Il y a certainement certains milieux familiaux qui sont de très grande qualité, puis d'autres qui le sont certainement moins. Donc, voilà, il faut compenser ça, ce manque-là, à quelque part. Puis, je suis sûre qu'il y a des beaux projets là, de votre... Je suis certaine qu'il y a des projets en place. On en parlait tantôt, là. On dirait que je ne m'inquiète pas de votre côté pour ça parce que vous êtes en bas de la moyenne de la Montérégie en termes de vulnérabilité chez vos enfants de 0. En fait, vos enfants de maternelle, 5 ans. La plupart des MRC sont, le graphique est bien différent. Là. La ligne orange est beaucoup plus haute que les deux autres lignes là, de la Montérégie et du Québec. On va regarder ça ensemble. Les domaines de vulnérabilité, vous êtes sûrement familière là, avec l'ECDEM et tout ça. Donc, le fait que c'est à tous les 5 ans, c'est tous les enseignants de maternelle 5 ans qui regardent leurs enfants puis qui remplissent un questionnaire en lien avec les 5 domaines de vulnérabilité suivants. Chez vous, c'est assez particulier. Ce n'est pas beaucoup de MRC qui ont des baisses dans leur domaine de vulnérabilité. La plupart des MRC, tout est en hausse, puis c'est critique. Chez vous, vous avez eu une baisse de vulnérabilité dans santé physique et bien-être. Donc, les mesures que vous mettez en place pour accompagner vos jeunes, justement, dans ces domaines-là, santé physique et bien-être, ça porte fruit. Donc, si on peut élargir, hein, Isabelle, comme on disait encore plus, ça va être bénéfique. Les compétences sociales, mais je veux vous dire par contre là, que parce qu'il y a peu, l'échantillon est assez petit là, dans Rouville, lorsqu'il y a un petit astérisque ici, ça veut dire qu'il faut l'interpréter avec prudence. Là. Il y a une grosse marge d'erreur, mais quand même, on voit que vous étiez à 12,3 en 2012. C'est certain que ça a baissé. C'est certain qu'on est on est dans la marge d'erreur ici qui permet de dire que ça a baissé. Pour les compétences sociales, c'est resté à peu près similaire. Là. Il y a pas, je ne veux pas dire qu'il y a de hausse ici. Ce n'est pas assez significatif. La maturité affective, une belle baisse de vulnérabilité dans ce domaine-là. Développement cognitif et langagier, encore ici, ce n'est pas un changement qui est énorme. Et en ce qui concerne les habiletés de communication et connaissances générales, en fait, c'est que vous êtes significativement mieux placé qu'en Montérégie. OK? Donc, il y a des choses qui se passent par chez vous qui marchent. OK, dans ce domaine-là. Même que non seulement vous êtes mieux plus bas que la Montérégie, mais vous êtes plus bas qu'en 2012. Donc, c'est des beaux résultats. Soyez-en fiers. Quand on parle d'élèves, d'enfants qui sont vulnérables dans au moins un domaine, vous êtes à 28 de vos jeunes. Mais au moins un domaine, il faut faire attention parce que un domaine de vulnérabilité, ça ne fera pas en sorte que l'élève va décrocher en secondaire 3. Là. Ça va se placer habituellement dans son primaire. Tu sais, les profs sont au courant, puis ils vont accompagner le jeune dans un de ces domaines de développement-là. Moi, l'indicateur que j'aime le plus, c'est 2. Un enfant qui est vulnérable dans au moins 2 domaines de vulnérabilité. Ça, pour moi, c'est plus parlant. Malheureusement, on l'a seulement au niveau de la Montérégie, cet indicateur-là. On ne l'a pas au niveau MRC. Moi, j'aimerais ça l'avoir au niveau MRC. Je vais le demander parce que c'est des élèves qui ont plus qu'un facteur de vulnérabilité qui sont le plus à risque. OK, on s'entend. Là, tout le monde a un petit défi de langage là, à quelque part là, ou un petit défi physique, là, mais c'est quand ça s'accumule que c'est plus critique. Donc, oui, effectivement, il y a une hausse en bout de ligne, mais je veux vous le dire, là, ne voyez pas ça comme une hausse, voyez ça comme vous faites du bon travail, puis il y a vraiment des choses qui se passent par chez vous qui vont bien. Puis ça a l'air d'une grosse hausse, là, on est seulement à 2 points de pourcentage ici, ce n'est pas 10 points de pourcentage, là, donc continuez à travailler, puis continuez à faire ce que vous faites. Il y a des choses qui fonctionnent bien. IMSE, on parlait de certains quartiers par chez vous, certaines zones où il y avait plus de vulnérabilité. Voyez-vous, chez vous, il y a 26 des écoles primaires qui ont un indice de milieu socio-économique qui est entre 7 et 10. Donc, plus l'indice est élevé, plus la vulnérabilité est grande. Et là, à ce moment-là, le gouvernement met en place des mesures pour soutenir les écoles qui sont dans des IMSE
de 7 à 10. Par chez vous, la moyenne, c'est 5,5. Probablement qu'il y a plein de vos écoles qui sont juste sur le bord d'obtenir de l'aide du gouvernement, mais qui n'ont pas. Fait que c'est un peu choquant, mais bon, c'est ça. 0% de vos écoles secondaires sont dans des IMSE de 7 à 10%. Donc, en fait, il y a 0% de vos élèves du secondaire qui bénéficient de mesures supplémentaires de la part du gouvernement parce qu'ils sont dans des milieux défavorisés et 22% de vos élèves du primaire. Donc, l'IMSA, c'est vraiment calculé selon les parents des jeunes qui fréquentent une école. Donc, est-ce que les parents travaillent? Et 2, est-ce que la mère a un diplôme, peu importe lequel? Donc, si la mère n'a pas de diplôme et que les parents ne travaillent pas, bien, à ce moment-là, le jeune est qualifié de vulnérable. Et plus il y a de jeunes vulnérables, bien, plus l'école a un indice élevé de IMSE. Donc, voilà. Fait que peut-être qu'un enfant qui est dans lui-même très défavorisé, qui habite dans un quartier qui ne l'est pas, bien, il n'y aura peut-être pas les services dont il a besoin. Fait que ça, c'est un peu tannant pour ça. Rapidement. Je m'excuse, juste une question par rapport à ça. Est-ce que le fait qu'on en ait 26% au niveau du primaire indique que dans quelques années, ces mêmes élèves-là qui vont se rendre au secondaire vont faire en sorte que là, au niveau secondaire, on va avoir des pourcentages similaires? En fait, c'est que les écoles primaires sont souvent plus petites. Fait que là, quand ils vont se ramasser au secondaire, peut-être qu'ils vont avoir eu les services nécessaires qui vont faire en... Écoutez, je ne le sais pas. Ou ça se peut-tu que ça dilue la statistique au secondaire? Parce que, parce que c'est ça, dans le fond, moi, j'essaie de voir, sur notre territoire, on a 2 écoles secondaires pour comme l'ensemble des 39 000 habitants. Fait que je me demande pourquoi on a 26% au primaire, puis qu'au secondaire, finalement, hop, tout est beau. On dirait que je me dis, je vais finir la présentation, puis reste avec moi. J'ai un tableau de toutes les écoles avec l'indice IMSA de chacune des écoles, puis le nombre de tout ça. On regardera ça ensemble après, puis Isabelle aussi, si tu veux rester là, mais je vais finir la présentation, puis on va regarder ça tout de suite après. C'est des beaux questionnements. Tu sais, des fois, là, je sais qu'il y a le fait d'avoir un IMSA entre 7 et 10, c'est plate parce que ça veut dire qu'il y a de la vulnérabilité puis qu'il y a des enfants qui sont vulnérables, mais en même temps, parce qu'il y a des mesures supplémentaires, c'est le fun d'avoir ces mesures-là, de l'argent puis des services supplémentaires. Fait que c'est comme une arme à double tranchant, l'IMSA, puis il y a des gens qui sont à 6 puis qui aimeraient bien ça être à 7, dans leur IMSA. Fait que, voilà. Pour vos élèves en situation de handicap ou difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, vous êtes à 22% de vos élèves. Est-ce que ce 22%-là, ça c'est à la formation générale des jeunes, est-ce que ces 22%-là reflètent la réalité? Sûrement pas. Donc, on le sait, beaucoup de jeunes qui n'ont pas de diagnostic, parce que ça, ce sont seulement les jeunes qui ont un diagnostic, OK? Est-ce que la population de Rouville a suffisamment des services proches pour établir des diagnostics? Est-ce que les parents ont les moyens d'établir des diagnostics au privé, etc.? Donc ça, c'est vous qui le savez. Donc ce 22%-là est sûrement plus élevé que 22%, OK? Comme dans n'importe quel MRC, mais c'est quand même, si on pense que le plus bas, là, donc seulement les élèves diagnostiqués, c'est un élève sur 5, c'est déjà beaucoup d'élèves. Et la proportion des élèves HDA qui ne diplôment pas est importante. C'est-à-dire qu'ils n'obtiennent pas leur diplôme à la même proportion que les jeunes qui ne sont pas HDA. Mais là, il y a une autre affaire, puis je vous en parle tout de suite, c'est dans le fameux taux de diplomation après 7 ans. À la dernière rencontre, dernier webinaire, je parlais avec, il me semble que c'est les Jardins de Napierville, mais je ne suis plus tout à fait certaine, avec une femme qui me disait, mais pourquoi c'est après 7 ans le taux de diplomation? Je dis, elle dit, pourquoi ils ne l'ont pas fait après 8 ans? Puis je dis, mais ça changerait quoi? Et là, elle m'a expliqué ce que je ne savais pas, c'est que les élèves HDA, ils ont jusqu'à 21 ans pour terminer puis pour obtenir leur diplôme. Ils l'obtiennent après 8 ans normalement et non pas après 7 ans. Donc, tous les élèves HDA qui obtiennent leur diplôme après 8 ans ne sont pas inclus dans les statistiques de taux de diplomation après 7 ans. Et là, tout le monde dit les personnes HDA diplôment moins. Ils font baisser le taux de diplomation.
Mais oui, mais c'est parce qu'ils ont 1 an de plus, ils ne sont pas inclus. Fait que moi, en ce moment, là, je pense qu'il faut qu'on parle, faut qu'on parle au ministère. Moi, j'aimerais vraiment ça, avoir le taux après 8 ans. J'aimerais qu'il y ait une vérification qui soit faite là-dessus. Puis ça, c'est dans mon to-do, là. Fait que bref, voilà. Mais le taux de diplomation après 7 ans, c'est qu'il y a une cohorte qui a commencé son secondaire 1 en 2000. Dans ce cas-ci, là, le dernier chiffre que moi, je vous donne. La cohorte a commencé son secondaire 1 en 2015. Donc, 7 ans plus tard, on se demande qui parmi cette cohorte-là a obtenu un diplôme. Et c'est seulement les élèves qui sont dans cette liste-là. Donc, tous les élèves qui sont arrivés en cours d'année de secondaire, là, secondaire 2, 3, 4, 5, qui n'étaient pas inscrits au début, ne sont pas inclus dans ce taux de diplomation-là. Les élèves issus de l'immigration, les jeunes qui arrivent de l'Ontario, de Nouveau-Brunswick, des États-Unis, peu importe, pas inclus. Donc, ici, vous avez 72 % de vos jeunes qui diplôment après 7 ans. C'est un chiffre qui est assez bas, là. OK? On va se le dire, là. C'est vraiment parmi les plus bas de la Montérégie. Et vous avez un taux de sortie sans diplôme de 12,5 %. Alors, je vous explique la différence entre les deux. Ici, on regarde qui commence en 2015 et qui diplôme après 7 ans. Le taux de sortie sans diplôme, le dernier que j'ai, c'est 2021. Donc, le taux de sortie sans diplôme, c'est que peu importe à quel moment le jeune a commencé, à la fin de l'année scolaire, on prend une liste des jeunes qui sont sortis de l'école. Alors, ici, 2021, il y a, mettons, je ne sais pas moi, 100 000 jeunes qui sont sortis de l'école et on regarde 1 an plus tard et on se demande, est-ce qu'ils sont revenus à l'école? Donc, 1 an plus tard, s'ils ne sont pas revenus à l'école et s'ils n'ont pas de diplôme, ils sont inclus dans les taux de sortie sans diplôme. Ça veut dire que tous vos élèves issus de l'immigration qui sont arrivés en secondaire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sont inclus dans le taux de sortie sans diplôme, mais ne sont pas inclus dans le taux de diplomation après 7 ans. Me suivez-vous? Fait que c'est 2 choses complètement différentes. Puis moi, ce qui me questionne, parce que normalement, je me dis, ça devrait être semblable. On ne devrait pas être très loin normalement là, de 100 % là-dedans. Je comprends que ce ne soit pas 100 % parce que ce n'est pas pas le même groupe de jeunes qui est mesuré, mais ça devrait se ressembler. Puis dans votre cas à vous, 72 % là, si on essaie de faire le lien avec 100 % là, on est à 28 % ici. Là. Ça c'est en train de me dire qu'il y a 28 % des jeunes qui n'ont pas obtenu leur diplôme, donc il y aurait 28 % des jeunes qui auraient décroché à travers tout ça. Mais j'en ai 12,5 des jeunes qui sont qualifiés de sortie sans diplôme en 2021, donc c'est les décrocheurs, c'est eux. Et où le reste? Il est où le reste de ce pourcentage-là? C'est énorme la différence entre 28 et 12,5. Je ne sais pas si vous me suivez. Là. Moi, je pense que c'est les élèves HDA qui terminent après 8 ans. Puis je pense aussi que le monde travaille fort dans vos écoles pour garder les jeunes dans l'école, même si c'est plus long, de les garder dans le système scolaire, même s'ils finissent plus tard. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail qui est fait pour que les jeunes ne décrochent pas, même s'ils ne finissent pas en 7 ans. Fait qu'ils doivent se promener dans les programmes pour pouvoir obtenir un diplôme éventuellement puis pas sortir de l'école. Fait que le 72 % ici, voyez-le pas comme si il y a 28 % de vos jeunes qui ne diplôment pas. Voyez-le plutôt comme sont probablement restés plus longtemps à l'école. C'est sûr qu'il y en a parmi eux qui ont décroché. Il y en a sûrement autour de 15 % qui ont décroché, mais il y en a un autre 13 % là, que je pense que vous réussissez à garder dans le système, mais qui finissent plus tard leurs études. Est-ce que vous m'avez suivi là-dessus? Parce que des fois, ce n'est pas évident. Ce qui est important, c'est le taux de filles-garçons. Vous avez 9 points de pourcentage de différence entre les garçons et les filles. Donc, ça, c'est un phénomène qui est pan-montérégien, ou presque. Les garçons vont probablement travailler sur la ferme
pendant que les filles continuent leurs études. C'est très genré, là, ce que je viens de dire, là, mais c'est probablement une réalité que vous vivez. Alors, ça ici, ça ne s'est pas amélioré avec le temps, même que c'est un peu pire que c'était il y a 2-3 ans. Donc, à surveiller aussi. Et je veux vous dire aussi que ça, ce sont les taux ici, là, vous allez voir, ce n'est pas les mêmes taux que le ministère, parce que moi, j'ai les taux par MRC, je n'ai pas les taux par centre de services scolaires. Fait que ces taux-là ici m'ont été donnés par le groupe de recherche ECOB avec qui on travaille étroitement, et ce sont les jeunes qui résident sur votre territoire qui sont inclus dans ces taux-là. Ce ne sont pas les élèves qui vont à l'école dans un CSS X, c'est vraiment ceux qui ont une adresse physique dans la MRC de Rouville. OK? Fait que c'est important, il y a une petite différence entre les deux. Puis on va bientôt avoir les chiffres de la cohorte 2016 par MRC. Sachez que les chiffres de 2016 sont sortis par centre de service scolaire sur le tableau de bord de l'éducation. Puis que pour pas mal tout le monde, ça baisse. C'est à la baisse, la diplomation. Fait que si c'est à la baisse chez vous, faites-vous-en pas, c'est comme ça pour tout le monde, à cause probablement de la pandémie, tout ça, là, de la grève, etc. Et je m'excuse, j'ai dépassé le temps un petit peu. Vous avez à la fin de votre portrait un tableau de bord qui récapitule toute cette information. Et puis, je rappelle que je vais mettre à jour les indicateurs bientôt, puis je vais ajouter les indicateurs pour que tout ça soit plus précis. Puis je regarde en tête tout ce que vous m'avez dit aujourd'hui. Donc, je voudrais vous remercier beaucoup. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions avant qu'on se quitte ou qu'on reste ensemble pour regarder le tableau des IMSE? Moi, j'ai pas de questions autres que sur le IMSE. Fait que, Ben, tu c'est peux bon la pour moi. poser, vas-y. Ben, en fait, non, ben, c'était juste que j'étais curieuse de voir ensemble le tableau par école. Là. Fait que je Oui. vais rester Ah, si parfait. jamais tu as encore un petit peu de temps. Parfait. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Merci beaucoup, Chantal. C'était vraiment, vraiment intéressant. Merci, Isabelle. Moi,